La passion de la moto, c'est Moto-Kayser à Limerlé dans les Ardennes. Visitez motokayser.com. Ouvert tous les dimanches après-midi. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Carter et Piston, numéro 26, dont voici le sommaire. Nous parlerons Yamaha pendant cette émission. Un numéro 26 avec beaucoup d'essais, dont cette Ducati Street Fighter V4. Est-ce une vraie teigne? Comment et avec quoi rouler vintage avec des machines 100% d'origine? On fait un tour avec les Kawasaki W800 et Royal Enfield classique 500 Bullet. Les jeunes permis ne sont pas oubliés avec cette Triumph Street Triple S version 1.2. Une belle balade au guidon de la très aboutie Kawasaki Ninja 1006. Une des nouveautés 2020 chez Yamaha, la Tracer 700 a été revue en profondeur. Nous allons la découvrir ensemble. Je vais vous faire découvrir un des plus beaux buts de balade de cet été, une expo moto assez fantastique. Et pour terminer, le Dr Grimm va nous parler des trajectoires. Thierry, bonjour. Bonjour. Merci de m'accueillir dans ta nouvelle et magnifique concession. Merci. Nous sommes ici à Steinzel, comme on dit au Luxembourg. On est à quelques kilomètres de Luxembourgville. Tu es installé ici depuis quand? Ça fera 2 ans au mois de novembre. D'accord. Et ça manquait un peu dans le paysage luxembourgeois, il n'y avait pas grand-chose pour Yamaha. Oui, non, il y avait Claudio à Luxembourgville qui a pris la pension. Ouais. D'accord. Et alors, bon, tu es un concessionnaire monomarque. Monomarque, oui. Alors, bon, ça c'est toujours un peu particulier. Moi j'aime bien parce qu'en fait, on sait alors qu'on a vraiment affaire à un spécialiste, quelqu'un qui est spécialisé dans une marque, qui la connaît sur le bout des doigts. La gamme de chez Yamaha, évidemment, est très étendue. Tu as quand même des petites préférences, toi. Tu es plutôt sportif, non? Oui, même si la MT10, c'est mon... Ah oui, parce que pour toi, la MT10, c'est pas sportif. Moi, je crois qu'elle est quand même un peu. Hein. Oui, mais ça marche, une MT10. On peut tout faire avec. Oui, c'est vrai, c'est très polyvalent. Voilà. Exactement, oui, tout à fait. C'est très polyvalent. Écoute, avant d'aller un peu plus loin et avant de nous connaître un peu mieux, on va faire un petit tour de l'actu. Actu. Triumph propose son premier vélo électrique. Triumph produit des vélos en fait depuis plus de 118 ans. Tout le monde ne le sait pas, mais évidemment, Triumph fait aussi beaucoup de motos et est un des leaders du marché. Avec sa dernière génération de propulsion électrique qui pèse à peine plus de 2,8 kg, le Tracker GT offre une conduite souple et réactive avec une autonomie de 150 km par charge. Et ça, franchement, c'est vraiment pas mal. Alors, ce vélo électrique réunit un ensemble de caractéristiques haut de gamme de série, notamment avec un éclairage LED intégré, des garde-boue pleine longueur, porte-bagages, béquilles latérales, verrous intégrés. Ce Tracker GT arrivera chez les concessionnaires Moto Triumph à partir de fin juin dans une première édition limitée au prix de 3 250 €. Le Covid-19 continue à faire des ravages avec l'annonce de l'annulation du salon Intermode de Cologne. Alors, initialement prévu du 6 au 11 octobre 2020, l'organisateur du salon européen majeur de Cologne a finalement décidé de suspendre cette édition après de longues discussions avec la Fédération de l'industrie moto allemande. Ce salon va nous manquer évidemment, ainsi que l'occasion de vous présenter toutes les nouvelles vidéos en direct des halls de Cologne, comme on le faisait depuis les dernières éditions. Un format numérique est à l'étude, mais pour l'instant, rien de bien concret. On ignore encore si cette annonce aura une répercussion sur l'EICMA de Milan, qui pour l'instant est toujours maintenu, sachant qu'il se déroule dans une des régions les plus touchées par le Covid-19. Il ne serait pas étonnant que lui aussi passe à la trappe. En tout cas, BMW et KTM ont déjà annoncé ne pas y participer. Pirelli, souvenez-vous, Pirelli, juste avant le confinement, nous avions organisé un concours avec Pirelli pour gagner un train de pneus. C'est Régis Salleux qui avait remporté ce concours. On le rencontre donc chez Alpha Moto. Salut Nicolas, tu vas bien? Ça va et toi?
Ça va, dis donc c'est vachement impressionnant ici. Hein. Tu es le numéro 1 du pneumoto en région liégeoise, voire un peu plus loin. C'est quand même impressionnant parce qu'on peut venir quand on veut, il y a du monde, mais aussi tu sais répondre à la demande. Alors, je ne vais pas faire le malin, mais en pneus moto, je ne pense pas qu'il y ait une seule station de pneus qui soit plus grosse que nous au monde. Je ne pense pas qu'il y ait une seule station, j'ai déjà fait des recherches, qui monte plus de 10 000 pneus moto par an. Comme on dit chez nous, oufti. Exactement, oufti. Bon Nicolas, on est ici dans la partie pneus moto de route. C'est tout aussi impressionnant, on est dans un des multiples couloirs. Et il est temps qu'on déménage. La réputation d'Alpha Moto a besoin d'une nouvelle infrastructure. En 2021, je pourrais vous accueillir dans une nouvelle infrastructure à 500 mètres à vol d'oiseau d'ici, qui sera plus ou moins 2 à 3 fois plus grosse que l'atelier actuel, quoi. Je suis ici aussi parce qu'un de mes spectateurs a gagné un train de pneus Pirelli. Écoute, on va aller l'accueillir. C'est parfait. Salut Régis. Tu vas bien? Salut Thierry, très bien. Écoute, je suis très heureux de te rencontrer. Depuis le temps, parce qu'en fait, ça dure depuis le mois de février. Ouais. Bon, il y a eu cette période de confinement qui nous a obligés à rester sages et à ne pas se rencontrer. Ouais. On peut enfin sortir et tu peux enfin venir changer les chaussettes de cette magnifique Mini XR, Ouais. qui est sincèrement une de mes motos préférées, mais qui est aussi mon jeu vidéo préféré. Je l'appelle comme ça quand elle est sortie, c'est un vidéo game. Faut faire gaffe à son permis avec ça. Oui, il faut être très prudent et c'est un peu poussé au crime en effet, mais il faut garder la tête sur les épaules. Oui, tout à fait. Et je pense que voilà, avec un peu de maturité, ça se conduit avec beaucoup de plaisir. Tu as choisi quoi comme monte de pneus? Et bien justement, j'ai chaussé pour la première fois les Angel GT2 la dernière fois. Et j'en étais super content, et donc l'occasion était vraiment idéale pour remettre tout à fait les mêmes. Voilà, parfait. Et je comptais changer justement maintenant. Qu'est-ce que tu as trouvé bien? Mis sur l'angle facile, bonne accroche Mais hyper rassurant. Aussi bien sur le train avant que l'arrière? Oui, tout à fait. Et jamais de mauvaise surprise avec ce pneu. Et je constate que contrairement à ce qu'on a pu croire un certain temps avec cette marque, la longévité y est. D'accord, tu as fait combien de kilomètres? Très bonne question, là j'ai du mal à le dire. Quelques milliers assurément. Mais, d'accord, ok, parfait. En fait, bon, moi je dis toujours, une fois qu'on a une moto un peu sportive, le privilège à donner c'est l'adhérence et la confiance dans le pneu. Faire 20 000 bornes en crevant de trouille tout le temps, c'est pas une bonne idée. Non. Et donc voilà, je crois qu'il faut reconnaître que Pirelli est arrivé à ce niveau-là avec des très bonnes performances de pneus. Donc voilà, écoute, tu vas avoir des nouveaux pneus pour peut-être bientôt partir en vacances. C'est prévu. C'est le cas. Je devais changer maintenant parce qu'on partait samedi prochain. On a dû se poser un peu, annuler le projet initial. Mais, et la destination, c'est quoi? C'était la route des Grandes Alpes. Ah, magnifique. Voilà. Magnifique. Je l'ai faite il y a 2 ans avec des amis et c'est un très très beau souvenir. Oui. Bon, écoute, je te souhaite d'excellentes vacances et tu sais, comme on dit dans l'émission, gap sur la route. Évidemment. Du bruit, fini le bruit. Un spectateur assidu, Paul Langelet, porte à mon attention que la chasse aux décibels est ouverte chez nos voisins teutons, mais aussi en Autriche, où certaines routes du Beau-Tyrol seront désormais interdites aux machines faisant plus de 95 décibels, ce entre le 10 juin et le 31 octobre. Les amendes seront salées et on connaît le caractère intransigeant des policiers du coin. Faites gaffe les gars. Thierry, la moto, c'est une de tes plus vieilles maîtresses. Oui. Hein? Oui. Raconte-nous un petit peu, comment as-tu tombé dedans? À l'âge de 8 ans, 9 ans, j'ai commencé à bricoler avec mon cousin à l'époque, qui était mécanicien moto, mais il roulait déjà en moto. Et voilà, j'ai fait ça. Et en fait, nous, on s'est connus parce que pendant 5 ans, j'ai organisé, pendant les Bikers Classiques, le Lifestyle Village, un endroit en fait où on présentait un peu tout le monde de la construction moto, le custom, des choses comme ça. Et tu étais venu nous montrer 2 ans ou 3 ans de suite, je crois, une Honda CX 500, qui était une moto très mal aimée à l'époque de sa sortie. Et toi, tu en avais fait vraiment une œuvre d'art. Je dois en avoir quelques photos que je vais essayer de vous montrer. Est-ce que tu travailles encore un peu dans ce milieu-là? Oui. Je suis en train de préparer une Yamaha, forcément. Oui, d'accord. Tu nous en dis un peu plus ou bien on garde la surprise? Une Virago.
D'accord. Voilà. Donc, en fait, en général, tu pars de motos mal aimées et tu en fais des motos à aimer. Quelque chose de joli, à rendre joli, c'est pas... Oui, c'est vrai que ça n'a pas de mérite. Ça n'a pas vraiment de mérite. Oui, c'est vrai, tu as raison. Quelque chose qui n'est pas beau. Ouais. À mon avis, ta passion pour la belle mécanique va te faire adorer le sujet qui suit. On va parler d'une moto de 208 chevaux, de moins de 170 kg, équipée d'un moteur V4. Voilà, on va parler de la Ducati Street Fighter V4S, moto que je suis allé essayer. Accrochez-vous, ça pousse. Arnaud, waouh, quelle bécane de fou! C'est une bécane de dingue, hein, vraiment incroyable. Écoute, moi je l'ai depuis une petite semaine et j'ai roulé de manière plus ou moins réglementaire parce que c'est très compliqué de rouler de manière réglementaire avec ce genre d'engin. C'est vraiment un piège à permis. Mais c'est une moto avec tous les superlatifs possibles, hein. Ça pousse, ça freine, ça tient la route. C'est un peu compliqué à régler, je trouve, parce qu'il y a tellement de possibilités. Maintenant, on est sur un copier-coller de la Panigale, je crois. Oui, effectivement, moi je roule beaucoup avec la V4 Panigale sur circuit dans le cadre de la Biker School. Et quand j'ai découvert la moto, quand j'ai découvert le Street Fighter, j'ai forcément directement été visiter le menu. Et en fait, il est précisément le même que sur la Panigale V4. Il n'y a absolument aucune fonctionnalité qui a été enlevée. Et donc c'est vrai que le panel de modifications possibles est assez hallucinant. Parce qu'on peut tout régler et pratiquement de 1 à 10. Donc les possibilités sont infinies, quoi. C'est vraiment très, 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 très complet. Que ce soit les suspensions, que ce soit le frein moteur, le wheeling, j'en passe certainement, l'ABS, enfin bon, c'est vraiment impressionnant. Alors est-ce que c'est nécessaire d'avoir tout ce panel sur une moto qui finalement n'est destinée qu'à la route, parce qu'elle n'a quand même pas sa place sur un circuit? Non, sur circuit, ça risque de faire mal à la nuque. Maintenant, c'est vrai qu'on peut se poser la question de l'utilité de tout ça. Je pense qu'ils ont voulu rester fidèles au concept Street Fighter, qui est tout simplement prendre le modèle sportif et lui enlever son carénage et mettre une tête de fourche. Maintenant, je pense aussi qu'en termes de constructeurs, pour eux, modifier toute l'électronique alors qu'elle existe était plus un problème qu'autre chose. Oui, et puis financier aussi. Oui, tout à fait, oui. Donc je pense qu'ils ont gardé vraiment exactement le même package, les mêmes réglages. Ils ont diminué à peine la puissance, mais enfin je veux dire, c'est difficile de s'en rendre compte. On parle de quelques chevaux à peine sur une moto qui était quand même annoncée à 208 chevaux. Donc, voilà. Et avec cet échappement-là, et dès qu'on le modifie, on en prend 10 de plus. 10 à 15, oui. Oui, effectivement, la ligne complète permet de gagner quelques chevaux, enfin plus d'une dizaine. Mais surtout, oui, effectivement, le bruit augmente aussi en fonction. Oui, parce que déjà ça c'est pas mal. Oui. C'est une moto assez bruyante, il faut bien le dire. Maintenant, elle a une ligne à couper le souffle. Tout est au rendez-vous pour que ça soit une Ducati. Ça sent la course, ça sent le racing, ça sent l'agressivité, mais ça sent aussi le design, ce côté italien magnifique. Cette selle est somptueuse avec les ajourages, c'est vraiment très très beau, c'est vraiment une très très belle machine. Maintenant, à mon avis, pas me contredire, mais il faut quand même une certaine expérience pour rouler là-dessus. Mais écoute, de manière évidente, on ne peut pas mettre dans les mains de n'importe qui une moto qui dépasse les 200 chevaux. Maintenant, ce qui est assez étonnant, pour avoir été propriétaire de la Ducati Street Fighter 1098, qui est sortie il y a une dizaine d'années, eh bien, en fin de compte, la 1098 était beaucoup plus difficile à dompter que la Street Fighter V4, à savoir que toutes ces aides et toutes ces évolutions ont permis d'augmenter fortement la puissance tout en gagnant en facilité. Alors oui, c'est une moto à ne pas mettre entre toutes les mains. En même temps, c'est une moto qui est relativement facile à emmener
Et bon, si on ne tourne pas franchement la poignée, il y a moyen de l'utiliser de manière relativement calme. C'est vrai ce que tu dis, je te rejoins là-dessus parce que j'ai quand même été assez étonné de sa polyvalence. Tu vois, tu peux rouler cool, mais c'est une moto qui enroule, qui permet de descendre quand même un peu dans les tours. Je trouve que la boîte est très bien étagée, le shifter va vraiment très bien, c'est vraiment un régal, on lèche le sélecteur, les vitesses passent, ça c'est vraiment très agréable. Bon, elle a un angle de braquage un peu faible, donc je ne crois pas que c'est une moto qui est vraiment faite pour la ville, mais utilisable au quotidien, oui, et j'ai même été un peu étonné du confort en fait. Parce qu'on est pas mal du tout sur cette moto. Exact. Même chose, je fais un parallèle avec l'ancien Street Fighter, qui était une moto qui était très typée avec un guidon plat, mais très fort en avant. On avait une position qui était très délicate, que je trouvais limite inconfortable. Ici, quand on regarde, on parlait d'ergonomie le mois passé. Oui. L'ergonomie de cette moto, le triangle entre le guidon, la selle et les pieds est relativement ouvert. Donc on est sur une moto qui est effectivement relativement confortable pour un roadster. Oui, absolument. Absolument. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On va encore aller faire un petit tour. Bon, la météo est pas top aujourd'hui, hein, mais bon, il pleut pas encore en tout cas. Donc on va encore aller un peu profiter de cette bécane de rêve avant de la rendre. Une dernière chose, on est à 23 000... Aux alentours de 23 900 € si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Bon, c'est un prix quand même, mais bon, c'est le prix de l'excellence, c'est le prix de la performance. On a un rapport poids-puissance qui n'est même pas envisageable sur 4 roues. Et si on veut arriver à ce niveau de performance sur 4 roues, on est largement au-dessus de 23 000 €. Oui, effectivement. Pour les mêmes performances en voiture, il faut dépenser... Il faut mettre un zéro de plus. Oui, exactement, un zéro de plus. Ouais. Bon, eh bien, on va aller continuer à rêver un petit peu. Bon, on y retourne? Alors, on y retourne. Cette moto est un véritable ovni sur la planète Roadster. Tu t'imagines 208 chevaux, mais bon, elle rentre en fait en concurrence avec une tendance actuelle qui est une tendance qui nous a vu sortir la MV Brutal 1000 RR, aussi 208 chevaux, la Kawasaki H2. Voilà, c'est comme tu dis un peu le prix de l'exclusivité. C'est le fait de rouler sur une machine hors norme. Bon, c'est pas pour ça qu'on va évidemment exploiter en permanence, mais il faut bien se dire que c'est des machines qui ont quand même peu de place sur la route parce que c'est vraiment pousse au crime, quoi. Hein, vraiment pousse au crime. Chez Yamaha, on n'est pas dans cette puissance-là, mais il y a quand même la MT10 SP qui fait quand même 160 chevaux, 1000 cm3, ça pousse quand même bien. C'est quoi la clientèle de ce genre de machine? Moi, déjà. un bon exemple. Ouais. Qui ne veut plus être sur une sportive. Mais pourquoi? qui veut Parce que la position... Position oui. Et si on est sur une sportive, on a tendance à rouler vite. Oui. Que sur une Nike, on peut encore se faire croire en fait. Oui, on a un peu l'impression du vent. Calme, on a plus d'impression de vitesse, donc on va forcément moins vite. Ouais. Hein, c'est surtout ces personnes-là. Oui, parce qu'en termes de performance... entre 40 et 50 ans. Entre 40 et 50 ans, c'est plutôt le... Ouais. Des gars qui viennent du sport avant? Oui. Beaucoup. Ouais. Beaucoup. Et qui se disent on va se calmer. C'est ça. Et c'est pas vrai. Non. C'est ça. Thierry, bon, j'imagine qu'une concession comme ceci, ça ne tourne pas tout seul. Tu as combien de modèles ici en tout? En moyenne ici, parce qu'il y a beaucoup de motos dans ce showroom. En moyenne 25 motos. D'accord. Pour l'instant, bon, il y en a beaucoup qui sont vendus, qui sont encore préparés. Oui, on est en après-confinement, c'est une période un peu particulière. On ne sait pas faire tourner évidemment une concession comme ceci tout seul. Tu travailles avec tes fils, je crois. Hein? Oui, et un mécanicien. D'accord. Tes deux fils qui s'appellent Julien et Michael. D'accord. Et alors ils sont quoi? Ils sont dans la mécanique, eux deux? Un qui est dans la mécanique, ouais. Le plus jeune, ouais. Et Julien qui s'occupe administratif. D'accord. Ok. Ben, c'est pas mal de travailler en famille. Peut-être pas toujours facile. Ça va, ça se passe bien. D'accord. Et en fait, ici, tu as des gens qui viennent quoi, principalement de la ville? Tu as des gens de Luxembourgville qui viennent partout.
Oui, d'accord. Partout. Il y a combien de points de vente Yamaha au Luxembourg? Je suis tout seul. C'est pas mal ça, l'exclusivité. Hein, surtout pour une marque pareille. Hein, c'est quand même une des marques principales. Oui, non, bien sûr. Oui, tout à fait. Il y a une moto de compétition qui est ici derrière nous, c'est à qui? À Julien. Ah. Et donc, il fait quoi avec ça? Pour l'instant, entraînement. D'accord. Et il s'entraîne où? Métier, Zolder. D'accord. Ok. Tous les petits circuits. Et sinon, c'est pour faire quoi? Il a envie de faire quel championnat? Pas vraiment. On n'a pas vraiment planifié un championnat. Je suis un petit peu... Tu freines? Je freine un petit peu, oui. C'est vrai? Oui. Tu t'inquiètes pour les gamins? Oui. Ben oui. On est tous passés par là et donc voilà. Quand nos enfants est pris par cette passion, on sait ce que ça peut coûter, on sait, quand je dis ce que ça peut coûter, c'est pas uniquement de l'argent. Non, on se comprend bien. On comprend bien. Et donc on se dit waouh. Alors bon, entre guillemets, ce n'est qu'une R6. On sait très bien que ça va très 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 fort. Je me souviens de mon dernier souvenir d'une R6, c'était sur les circuits de Francorchamps. Je m'étais dit la vache, ça va déjà très très fort. Quoi. Ouais. Et donc bon, dès qu'elles sont évidemment un peu préparées comme ça, ça pousse quoi. Ouais. Ouais. Et donc une petite course de temps en temps peut-être. C'est ça, plus voilà. Les endurances que les sprints. Oui. Ouais. Malheureusement, pour le moment, cette année, ça va être un peu particulier. Il n'y a pas beaucoup de compétitions. Les 6 heures de Spa sont annulées. Les 4 heures classiques sont annulées. Enfin, on ne roule pas en classique avec ce genre de machine, évidemment. Mais donc voilà, ça va être une année plutôt d'entraînement et de mise au point. Quoi. Oui. Ouais. Et toi, tu roules de temps en temps sur ce type de moto encore? Oui, de temps en temps, je fais une séance comme ça, parce qu'ils en ont deux. Hein. Pour le plaisir. Quoi. Les deux en ont une. Et... Ah, les 2 enfants roulent, les 2 gamins. Le deuxième, il a commencé il y a 15 jours et il en a déjà cassé une. Ah, oui. Ouais, ça arrive. Oui, ça arrive. Le moins possible, mais ça arrive. C'est ça, voilà. Ouais. Non, mais ça va. Donc on est dans une concession Yamaha qui baigne dans la passion, il n'y a pas d'autre mot. C'est clair, oui. C'est clair. Yamaha ne fait pas que du sport, Yamaha a une gamme très étendue. On en a un exemple ici derrière nous avec la XSR 700 en version XT ici, qui est en fait un hommage à la XT. XT moto légendaire, moto qui revient évidemment à la mode, parce que toutes les vieilles motos un peu reviennent à la mode, à des prix qui sont parfois un peu étonnants. Trouver une bonne XT en bon état, ça commence à coûter un peu d'argent. Mais le vintage et en fait toute cette mouvance qui permet finalement de rouler cool, parce que c'est ça en fait, on roule cool sur des motos abouties, des motos performantes. Je te propose de découvrir en fait une autre solution de rouler vintage, de rouler cool avec des motos 100% d'origine comme pourrait l'être cette XSR 700. On va faire un petit tour sur une Kawasaki W800 et sur une Royal Enfield classique Bullet 500. Bon, eh bien je profite du confinement et de ma coupe vintage pour vous présenter un petit essai vintage. Alors d'un côté la Royal Enfield 500 classique, de l'autre côté la Kawasaki W800. La W800 est une machine qu'on vous a présentée déjà, je crois, l'an dernier lors d'un essai réalisé en Espagne. Cette classique 500 de chez Royal Enfield est en fait un modèle qui n'a pas tellement évolué. Depuis quelques années, on est passé à l'injection. Vous remarquerez que les 2 motos ont un look très vintage. On a un disque à l'avant, on a un disque à l'avant, on a maintenant des disques à l'arrière, on a des selles biplaces,
On a un look évidemment qui est très vintage, moi j'aime beaucoup. On a d'un côté un monocylindre, de l'autre côté un bicylindre. On est à un peu moins de 500 cm3, on est un peu moins de 800 cm3. Deux machines relativement connues sur le marché, mais qui sont toujours à redécouvrir parce qu'en fait, à leur guidon, le maître mot, c'est plaisir. Vous vous en doutez, ce n'est pas un match qu'on organise ici, c'est plutôt quelles sont les alternatives pour vraiment rouler vintage, acheter des motos d'origine et ne rien bouger à ces motos, les prendre comme elles sont et rouler déjà avec un look qui n'est pas mal. D'un côté, cette Royal Enfield est à 5 490 €, ici on est à 9 990 €. Alors au guidon, forcément, on a des sensations différentes, on a plus de couple, on a plus de puissance de ce côté, c'est un peu plus sportif. Ici, on reste vraiment dans l'esprit de la 500 Bullet Royal Enfield. Le monocylindre a évolué parce qu'il est passé en injection, je l'ai déjà dit, mais en fait, la conception même de la moto a relativement peu évolué depuis pas mal d'années. Au niveau du look, eh bien écoutez, il y a du chrome comme il y avait avant, il y a du filet, il y a de la bordure en bord de selle. Avouez comme moi qu'elles ont quand même une sacrée gueule. Alors, en termes d'équipement à bord, on est au minimum légal. On n'a pas d'anti-patinage, vous imaginez bien. On n'a pas de traction control, on n'a pas d'anti-wheeling. On a en fait ici un tableau de bord en 2 compteurs qui vous donne vitesse et compte tour, quelques indications au niveau de l'heure, du kilométrage et de la réserve. Ici, on est sur le minimum syndical, un compteur, pas de compte tour, simplement un compteur kilométrique, une jauge à essence, l'ampèremètre a disparu et un voyant moteur. Alors qu'est-ce qu'il en ressort? Il en ressort en fait du plaisir. Moi je ne peux dire que ça, c'est juste du plaisir parce qu'en fait que ça soit sur la Enfield ou bien que ça soit sur la Kawasaki W800, en fait c'est deux motos qui procurent du plaisir. C'est des motos qui ne font pas peur, elles sont basses, elles sont accessibles, elles sont faciles d'accès, elles ne sont pas chères, elles consomment peu. Alors en fait voilà deux motos qui peuvent remplir pas mal de fonctions. D'un côté on a ce côté plaisir, ce côté amusement, ce côté balade, ce côté vintage auquel vous pourrez évidemment assortir votre tenue, votre casque. Il y a tellement de possibilités de se faire plaisir à ce niveau-là. Mais rappelons-le une fois encore, voilà des motos accessibles à tous les niveaux en termes de prix, en termes de puissance et en termes de pilotage qui vous permettront aussi d'avoir une mobilité urbaine qui vous permettra de gagner du temps, de vous déplacer plus facilement et surtout beaucoup plus rapidement en consommant moins. Donc voilà, ce n'est pas un match, je ne vais pas dire celle-ci est la meilleure, celle-ci est la meilleure. Elles ont toutes les deux des avantages et des inconvénients, mais en fait on est un peu sur deux cours différentes. On est ici sur quelque chose d'un peu plus abouti parce qu'en fait on roule sur un 800 cm3. Ici on est sur cette fameuse Bullet 500. Alors du charme, elles en ont, du punch moyennement, mais en tout cas de l'amusement beaucoup. Je vais vous laisser, j'ai rendez-vous chez le coiffeur. Nous allons continuer cette émission avec Dries de Weert. Dries de Weert est le marketing manager de chez D'Ieteren Yamaha et à ce titre, nous allons faire ensemble le tour de l'actualité Yamaha et le tour de l'année 2020. Bonjour Dries. Bonjour Thierry. Tu vas bien? Très bien, merci. Dries, le confinement, ça a été compliqué pour tout le monde. Certaines marques s'en sortent mieux que d'autres. Et je crois que Yamaha a très bien tiré son épingle du jeu. Tout à fait. On ne peut pas se plaindre du tout. Malgré les circonstances qu'on connaît tous, qui n'ont pas été favorables, on va dire, pour la vente des motos en général. Mais Yamaha en particulier ne peut pas se plaindre parce qu'on se porte plutôt bien. On est même, je croise le doigt, ou je touche du bois plutôt en le disant, mais on est en train de rattraper même un peu de retard. Ça, c'est une excellente nouvelle. Oui, tout à fait. Mais c'est un signal qui est, à mon avis, un petit peu le même chez tout le monde. De par mon activité, je rencontre un peu d'autres concessionnaires, je me balade un peu partout, et tout le monde est assez étonné du regain et de la vigueur du marché. Après le confinement, je crois que les gens avaient envie de rouler et envie de se faire un peu plaisir après des moments difficiles. Oui, effectivement, c'est aussi un passe-temps, je veux dire, qui est assez safe, j'ai envie de dire, dans ces circonstances-ci, parce qu'on est tout seul, on peut profiter de son activité en toute sécurité. Et même en groupe, on roule à plus d'1,50 m. Voilà, tout à fait, donc ça reste... oui, tout à fait. Quelles sont les grandes nouveautés chez Yamaha cette année? Ici, pour 2020, nous avons présenté un nouveau Tracer 700. Donc Tracer 700 qui est maintenant avec cette nouvelle génération, donc à la deuxième génération. Elle a reçu quelques updates, surtout,
chose qui frappe le plus, c'est évidemment le design. Elle a un design magnifique, vraiment magnifique. Mais il n'y a pas que ça, parce qu'en fait, c'est une moto très intéressante. Parce qu'elle se situe dans le milieu de gamme. On est dans une puissance relativement accessible à beaucoup de motards, mais elle a une sacrée gueule et j'ai eu la chance de l'essayer il y a quelques jours. Je te propose d'aller découvrir ensemble la nouvelle Tracer 700. Cette seconde génération de la Tracer 700, avec ce lifting de la nouvelle face avant, est franchement réussie. Avec ce regard lenticulaire, issu des sportifs de la marque, souligné par ses larges sourcils LED, ses panneaux latéraux dans l'esprit du prototype T7 qui a guidé la mise au point de la Ténéré 700, cette face avant et cette nouvelle bulle est vraiment remarquable. Le réservoir moins rond qu'auparavant s'intègre parfaitement dans ce tableau, à l'instar du nouveau garde-boue avant. Le reste est connu, exception faite de cette nouvelle pièce en aluminium qui vient masquer les tubulures d'échappement en sortie moteur, un élément qui donne le sentiment d'une qualité supérieure. D'ailleurs, cette finition Made in France est très bonne, le traitement des carters est toujours très bien réalisé, comme les différents plastiques. La selle a changé, mais pas sa hauteur qui est toujours fixée à 835 mm. Elle ne devrait toutefois pas poser de problème au petit pilote puisqu'elle conserve son échancrure et sa forme étroite à l'entrejambe. Le guidon élargi d'1,7 cm de chaque côté renforce également le sentiment de maîtrise, la position buste parfaitement droit qui va également dans ce sens. La fourche de 41 mm dispose d'un nouveau ressort et de nouvelles possibilités d'ajustement en précharge et détente, alors que l'amortisseur central arrière, qui accueille cette année un nouveau réglage en détente, a toujours les mêmes possibilités de précharge. À l'usage, ici, nous la trouvons un peu raide, cette nouvelle Tracer 700, mais il faut bien avouer que nous n'avons pas eu la possibilité d'ajuster les suspensions et tous les réglages proposés doivent donner le moyen de trouver à chacun le réglage qui lui convient. La nouvelle bulle étrenne un tout nouveau système de réglage manuel, très bien fait. On trouve la barre en son centre, ça se soulève et ça se verrouille très facilement, de préférence à l'arrêt. La variation de 65 mm qui semblait bien sur le papier est un peu juste pour des grands gabarits comme le mien, à 1,88 m, mais il faut souligner qu'il existe en option une bulle plus haute qui pourra vous protéger parfaitement. Le recalibrage de l'injection, de l'allumage, le système d'admission revu, les échappements modifiés, toutes ces évolutions en fait apportées au bicylindre sont importantes. Mais au bout du compte, en fait, il n'y a pas une grosse différence de puissance, on perd même peut-être un cheval par rapport à la version précédente, mais avec 2 dents de plus à l'arrière, on se retrouve finalement sur une moto plus vive, qui accélère plus fort, sans avoir une moto qui mouline dans les hauts régimes. La nouvelle instrumentation à éclairage négatif est très bien faite, très lisible, son agencement et sa visibilité ne prêtent pas du tout à la critique, c'est un élément de confort pour la conduite de cette moto. Le mois dernier, je vous avais présenté la grande sœur de cette machine, la Tracer 900. La Tracer 700, ici, est en fait une toute nouvelle machine qui a été entièrement remaniée par rapport à l'ancien modèle. Alors effectivement, le look, moi j'aime beaucoup, cette nouvelle face avant, elle est très réussie, mais le plus important évidemment, c'est ce qu'on ressent à son guidon. Et cette moto est toujours aussi polyvalente, c'est un vrai couteau suisse. Cette moto est capable d'évoluer à très bas régime, le bicylindre est très docile, il descend très bas dans les tours, il ne cogne pas, mais il a une belle allonge qui va pratiquement jusque 10 000 tours et à partir de 5 000 et demi, 6 000, la moto commence à changer de visage et attrape une allure un peu plus sportive. Alors cette Tracer 700 est une voyageuse, est une moto qui est faite pour vous emmener loin, est une moto qui a une bonne position de conduite, droite, avec un grand guidon, qui permet d'appréhender de longues étapes et des kilomètres sans avoir de fatigue ou mal au dos. Même chose pour le passager, il y a de très bonnes poignées de maintien. Alors on pourrait regretter quoi en fait sur une moto destinée au voyage, de ne peut-être pas avoir un porte-bagages. Tout ceci évidemment peut se remédier avec les packs proposés
par Yamaha pour équiper cette moto, notamment avec des valises latérales ou un top case. On notera également aussi le fait de pouvoir mettre un pare-brise plus haut, pour les gabarits par exemple comme le mien, pour une meilleure protection. Pour le reste, en fait, cette moto est très bien posée sur ses pneus. On a un très bon retour d'informations en fait en ce qui concerne la tenue de route, les freinages, les rentrées en courbe. C'est une moto très docile, c'est une moto qui permet de faire beaucoup de choses et qui pardonne aussi beaucoup de choses. Donc, bel outil parce qu'en fait, a-t-on besoin de plus, vraiment, dans la circulation actuelle? Alors peut-être qu'à 2 chargés, on pourrait se dire, oui, ok, on pourrait peut-être manquer un peu de puissance ou de couple. Je peux vous l'accorder. Pour ça, sa grande sœur existe évidemment, la Tracer 900. Mais je dois sincèrement avouer que c'est une moto que j'aime beaucoup. 8 599 €, évidemment. On n'est pas dans des prix énormes. C'est une moto belle, aboutie et qui, à mon avis, vous fera plaisir très longtemps. Donc n'hésitez pas à aller chez un concessionnaire Yamaha, elles arrivent pour le moment, c'est le moment d'aller les voir, c'est le moment peut-être d'aller les essayer si des modèles sont disponibles chez vos concessionnaires. N'hésitez pas, vous serez surpris, il y a une vraie évolution par rapport à la Tracer 700 précédente, avec un peu plus de peps et un peu plus encore de plaisir de conduire, si c'était encore possible. Ce bicylindre 700 cm3 est vraiment une vraie réussite. Moto Kaiser, c'est plus de 500 motos et quad neufs en stock. Plus de 100 motos d'occasion. Nous sommes aussi les seuls à vous offrir 50 garanties sur tous les véhicules neufs. C'est aussi un service de location et d'essai de toutes marques. En rayon, c'est plus de 10 000 casques de toutes les marques. Des milliers d'équipements hommes, dames et enfants. C'est un but de balade le week-end. Ça me permet de voir les nouveautés. Tous les dimanches, c'est Moto Kaiser. Visitez motokaiser.com. Ouvert tous les dimanches après-midi. Driss, chez Yamaha, la mobilité a toujours été un cheval de bataille. On a toujours voulu travailler la mobilité. À juste titre, c'est très important. Et bon, la mobilité, quand on pense mobilité de roues, on pense évidemment scooter. Et l'offre chez Yamaha a toujours été très grande au niveau des scooters. Et que cette année de nouveauté, c'est le nouveau T-Max qui passe en 560 cm3. Le T-Max, c'est la légende. C'est la légende du gros scooter. On l'a vu à toutes les sauces. Un peu le bad boy de la bande, mais quelle machine! Oui, tout à fait, comme tu dis toi-même. C'est la légende dans ce segment-là, depuis 2001. Tout de suite, dès son lancement, ça a fait un succès énorme. Et ici, pour cette année, on a, en fait, si tu veux, simplifier un peu l'offre par rapport au T-Max, parce que jusqu'à l'année passée, on avait 3 variations du même scooter. Ici, on l'a réduit à 2, avec un T-Max de base, mais enfin, sans lui manquer de respect, et un T-Max TechMax qui est proposé avec quelques options en plus, comme une selle chauffante, pare-brise électrique, cruise control dessus aussi, et ça c'est peut-être intéressant, aussi ce qu'on appelle le My T-Max Connect, qui permet avec un tracker en fait, de regarder où ton T-Max se trouve. Oui, parce que malheureusement, il a été victime de son succès, le T-Max. Et bon, il y en a quand même pas mal qui ont disparu. Et donc, c'est une très bonne idée d'avoir équipé le T-Max de cette chose-là. Oui, donc il sort de l'usine avec cette option-là et c'est fort apprécié. Ah oui, ça je peux imaginer. On est dans quelle gamme de prix maintenant pour un T-Max comme ça? Donc pour le T-Max, on est autour de 13 500 €. D'accord. Plus ou moins. Et le modèle de base, on est à 11 700. D'accord. Mais ça devient une machine aboutie. Ça devient une machine qui, avec sa cylindrée, permet de faire de la balade à deux, permet de partir en vacances, on a de la place, on a du coffre. Mais alors, en termes de mobilité, c'est assez extraordinaire. Ça offre le meilleur des deux mondes. C'est le scooter qui s'approche le plus d'une vraie moto, donc avec laquelle on peut avoir vraiment du plaisir, faire des super chouettes routes. Oui, parce que, comme on dit chez nous, T-Max, ça avance. Hein. Ah oui, absolument. Ça marche. Tout à fait. Tout à fait. Bon, il n'y a pas que le haut du panier, pas que le reste soit dans le bas, mais en termes de cylindrée en tout cas. Il y a une autre offre qui est très intéressante chez vous cette année et qu'on se réjouit vraiment d'essayer, c'est le Tricity 300 cm3. Tout à fait. Moi aussi, j'ai hâte de l'essayer parce qu'au moment où on fait
enregistre cette émission, il n'est pas encore disponible. Mais effectivement, c'est une offre très intéressante parce que c'est un 3 roues. Oui. Et par conséquence, c'est un scooter qui est accessible pour les gens qui n'ont pas de permis moto. Donc avec le permis voiture, il est accessible. Ça, c'est une information essentielle. Tout à fait. Parce qu'en fait, il faut que les gens le sachent. Oui. 300 cm3, on arrive quand même sur une moto qui permet des déplacements un peu plus longs, on peut prendre l'autoroute. Donc on se dit, tiens, de la mobilité, j'habite à 50 ou 60 km de Bruxelles, parfait. C'est idéal pour ça, effectivement. Et les gens ne doivent pas passer par toutes les étapes pour obtenir leur permis, pour profiter de ces avantages-là. Et effectivement, ça va élargir ou attirer un nouveau public, si je peux dire comme ça. Pas essentiellement un public de motards. En fait. Voilà, tout à fait. Et ça va permettre à d'autres gens, à de nouveaux gens, de profiter de tous les avantages qu'un scooter a à offrir. Un scooter à 3 roues. Voilà, un scooter à 3 roues. Parce qu'en termes de sécurité, c'est quand même fantastique. On a 2 poids de contact devant au sol, plus d'adhérence. Meilleur freinage, meilleure stabilité. On peut quand même imaginer qu'en Belgique, on le sait, de temps en temps il pleut. On sait que la capitale est aussi garnie de magnifiques pavés qui ne sont pas vraiment les amis des motos. Non. Et donc, à 3 roues, c'est très sécurisant. Tout à fait. Ça change vraiment beaucoup. On ne dirait pas au premier regard, mais effectivement, ça double carrément l'adhérence et la stabilité de la machine. Et donc c'est très intéressant, effectivement. Mais en fait, il va sortir là pendant l'été. Oui. On se réjouit de l'essayer parce qu'en fait, il fera partie. On va faire un gros dossier mobilité pour la rentrée parce qu'il faut que les gens y pensent. On a tous profité des routes calmes pendant le confinement et ce serait bien que ça continue. Et le 2 roues est une des solutions les plus simples et la plus amusante. Oui, tout à fait. En plus. Chez Yamaha, comme dans d'autres marques, les modèles arrivent, les modèles s'en vont. Il y en a une qui s'en va cette année, qui est quand même un modèle incroyable de chez Yamaha, qui est dans le catalogue depuis des années, c'est la FJR 1300, qu'on a vu à toutes les sauces. Très bonne routière, très bonne grande routière, une Sport GT, moto de police aussi pour certaines forces de l'ordre. Voilà, est-ce que dans un proche avenir, on peut espérer une remplaçante ? Tu peux nous donner des infos ? Une vraie remplaçante, pas vraiment, mais il y a d'autres modèles qui vont évoluer un peu plus dans ce sens-là, sans pouvoir dévoiler beaucoup plus. Le mois dernier, je proposais la Tracer 900, qui est déjà une excellente alternative, évidemment, à la FJR. Mais bon, on est sur une autre architecture moteur, on est sur quelque chose de différent. Je voudrais te parler d'une autre moto que j'ai essayée il y a quelques jours, qui est une des dernières descendantes de cette lignée des Sport GT. C'est une lignée qui s'éteint petit à petit, remplacée en général par les gros trails. Il s'agit de la Kawasaki Ninja 1000 SX. On va essayer la Kawa 1000 SX Ninja. Ah bah quelle belle balade je viens de faire au guidon de cette Kawasaki 1000 Ninja SX. Alors, enlever mon casque, c'est mieux. Oui, je disais quelle bonne balade parce qu'en fait, cette moto fait partie d'une famille qui a failli disparaître. C'est la Sport GT.
Alors c'était une catégorie qui était fort à la mode à un moment donné et qui a disparu au profit d'un autre segment qui a beaucoup de succès, c'est évidemment les trails avec leur polyvalence évidemment qui permet de faire de temps en temps des petites incartades en tout terrain. Ici on n'est pas du tout dans les purs, mais quel plaisir au guidon de cette moto. Alors bon, c'est sûr, les Japonais ils savent faire des motos, je le dis chaque fois, je le redis, mais c'est vrai, il n'y a pas grand chose à dire sur cette Kawasaki. Et en même temps, si. C'est une vraie sport GT, c'est-à-dire qu'on a une belle position de conduite, et une position de conduite en fait qui n'est pas trop sur l'avant, mais qui est quand même relativement détendue, avec un guidon bien ouvert, et qui permet d'avoir une position de conduite pas fatigante, et de pouvoir enquiller les kilomètres. On a une bulle qui est réglable en 4 positions, qui est une bulle qui n'est pas une bulle d'une moto de tourisme, et cette bulle vous permet de vous abriter du vent quand la vitesse commence à augmenter. Alors, en fait, moto qui a 2 visages en fait, parce qu'on fait du sport GT, le GT c'est du grand tourisme, donc c'est de la balade, c'est cool, mais en même temps, par moment, on a de temps en temps envie d'ouvrir, et là on est dans un paradoxe incroyable sur cette moto avec ce 4 cylindres de plus de 1000 cm3, 146 chevaux, cette moto a une souplesse hallucinante. Vous pouvez descendre en 6e à 30 km/h, ouvrir, la moto part, il n'y a pas un à-coup, et ce jusqu'à la vitesse maximale. C'est assez hallucinant, la souplesse et le caractère souple de ce 4 cylindres. En même temps, dès qu'on dépasse les 6-7 000 tours, on rentre dans une autre dimension, et là on est du côté sport, on n'est plus du côté GT. Et cette moto est très amusante parce qu'en fait le reste suit. Donc comme je vous l'ai dit, on a une position de conduite qui est relativement bien adaptée au GT et au grand tourisme, et dès qu'on veut attaquer un petit peu, eh bien en fait on a la position relativement sur l'avant qui permet d'avoir une bonne appréhension de la moto, et surtout cette moto elle est intuitive. Voilà, c'est le mot que je cherchais, cette moto est intuitive parce que j'ai rarement eu une moto aussi facile à balancer à gauche à droite et à inscrire en courbe. Elle y va de manière vraiment naturelle. On prend de l'angle, on prend de l'angle, on prend de l'angle, et la moto est absolument bien posée sur ses gros pneus, et la moto ne bouge pas. On a ce sentiment de sécurité, de facilité, et surtout le fait qu'on pourrait s'amuser à jouer entre le GT et le sport pendant toute la journée sans se fatiguer. Alors, même chose pour le passager est très bien loti, avec de très bonnes poignées de maintien de part et d'autre de la selle. Et cette version Ninja SX est-elle pourvue de valises latérales qui permettent d'envisager des petites balades et des week-ends en amoureux ou pas d'ailleurs. Et voilà, donc Kawasaki, une fois de plus, s'approche de la perfection, parce que je n'ai pas grand-chose à dire sur cette moto. C'est pas une sport, c'est pas une moto de grand tourisme, c'est le meilleur des deux. Et donc je reviens encore une fois sur ce moteur parce qu'en fait il est assez exceptionnel. Comment on peut avoir autant de souplesse et de hargne dans un même bloc moteur qui vous offre une confiance d'utilisation, et par moment le petit côté je débranche tout, j'ouvre, et ça commence à aller évidemment très vite. Cette moto est proposée à partir de 13 999 €. Je vous assure que pour ce prix-là, vraiment, on n'est pas volé. Il existe la possibilité d'immatriculer cette moto à 85 kW parce que forcément, si vous la prenez full, ça commence à faire mal en termes de taxes d'immatriculation. Hein. Merci le gouvernement belge encore une fois, ce qui n'est pas le cas dans tout le royaume, hein, il faut quand même s'en rendre compte. Mais donc si vous voulez, vous pouvez immatriculer cette moto à 85 kW et bénéficier évidemment d'un tarif de taxe à l'immatriculation plus bas. Donc pour le reste, évidemment cette moto est munie de tout ce qu'on peut espérer trouver sur une moto actuelle, c'est-à-dire plusieurs modes de conduite, allant du sport au rain, du traction control, de l'anti-wheeling, de l'ABS sur l'angle, un écran TFT, de l'éclairage full LED, des rétroviseurs qui sont très bien mis parce qu'en fait ils sont sur l'avant, et naturellement, sans devoir aller basculer la tête d'un côté ou de l'autre, vous avez directement le regard qui est parfaitement bien mis, et très intelligemment, comme d'autres marques le font, les rétroviseurs se terminent en pointe, et ça vous permet en fait d'avoir une bonne vision sur ce qui se passe derrière vous. Donc voilà, Kawasaki 1000 Ninja SX, une des bonnes motos de l'année, vraiment, je crois bien, parce qu'en fait, elle fait tout bien. Pas qu'elle soit moyenne dans tout, je trouve qu'elle est bonne dans tout.
RSM Moto, c'est votre spécialiste Kawasaki en région bruxelloise. Acheter votre Kawasaki chez RSM, c'est être certain du meilleur service de la région. On va encore parler un peu des nouveautés parce que tu as peut-être quelque chose d'assez exceptionnel à nous annoncer. Effectivement. On est très très fiers d'annoncer qu'on va lancer une édition spéciale de notre Ténéré 700. Ouais, d'accord. Ouais. Donc la Ténéré 700 lancée l'année passée, comme tu sais, qui tout de suite a connu un succès énorme. Les gens attendaient vraiment la machine. Bien sûr, et on voit aussi les ventes. Enfin, l'année passée, il y en a déjà seulement, déjà l'année passée, il y en a 140 qui sont partis. Ici, cette année, ça continue sur cette même tendance. Et donc ici, on va lancer une Rally Edition de la Ténéré 700. Donc, ça va consister en quoi? Donc elle aura une selle rallye, des protections moteur radiateur, un Akrapovic et des clignotants en LED. D'accord. Ouais. Et avec, et ça c'est le plus intéressant, le plus important, une coloris qui fait un rappel au Rallye de Dakar, donc à l'époque quand Yamaha, tout au début, le gagnait avec la Ténéré. Et ce sera dans cette coloris bleu et jaune. Magnifique. Elle va être magnifique, j'ai déjà vu des photos. Ouais. Extraordinaire. On se réjouit de la voir et de l'essayer évidemment. Parce que c'est sûr que Yamaha a construit l'histoire de la moto. Depuis 50, 60, 65, 70 ans même, Yamaha a construit l'histoire de la moto sur les grands prix, sur les rallye raids. Yamaha a toujours marqué de son empreinte le monde de la moto par ses modèles et par ses performances en termes de compétition. Je me souviens que l'an dernier, j'avais emmené les téléspectateurs en Hollande dans le musée itinérant qui était consacré à l'histoire de la marque, aussi bien sur les modèles de production que sur les modèles qui avaient fait la renommée de compétition de la marque. On en a encore parlé le mois dernier avec Richard Rubin, avec les Yamaha TZ, évidemment, qui ont marqué l'histoire. Mais l'histoire de la moto, c'est quand même quelque chose d'important qu'il ne faut pas oublier. Et je voudrais en fait te parler d'une exposition qui aurait dû débuter le 1er avril, qui va débuter ici le 1er juillet, une exposition qui se tient à Liège, une exposition qui est organisée par le musée de la Vie wallonne. Donc une exposition qui fait la part belle à la moto, et pas seulement aux demoiselles d'Erst, qui étaient Saroléa, Gilet et FN. Et donc c'est quelque chose à voir et un excellent but de balade. On va la déflorer un tout petit peu parce qu'on ira certainement y tourner une de nos prochaines émissions. On va à Liège. Eddy Collinet, bonjour. On se trouve ici dans l'église Saint-Antoine qui se prépare à un événement majeur qui aura lieu le 4 juillet, qui est en fait l'inauguration d'une exposition consacrée à la moto. Et vous en êtes le scénographe. C'est exact, oui. Alors en fait, j'ai eu la chance en fait, de déjà parcourir cette expo qui n'est pas encore tout à fait terminée, où on cloue, on colle un peu partout. Sincèrement, quel boulot extraordinaire. Alors en fait, l'idée de base, vous êtes parti de quoi ? Pour la scénographie, on a voulu travailler sur le fait que les motos soient placées comme si elles roulaient. D'accord. Donc on ne voulait pas des motos se positionner sur leurs pieds, avec la roue arrière soulevée, etc. Donc on a d'abord travaillé un concept de socle, on va dire qui représente une route sur laquelle la moto est placée, parfaitement verticale, prête à partir. D'accord. Il ne manque plus que le motard. Exact, oui, tout à fait. Et donc en fait l'exposition est divisée en quelques thématiques qui sont abordées avec des mises en scène assez incroyables. Je pense par exemple à celle de l'atelier. Donc cet atelier, ce n'est pas la seule thématique, il y en a d'autres.
Oui, tout à fait. Les scientifiques du musée ont abordé la thématique de l'exposition moto comme un fait de société. Ils sont interrogés à la fois sur la moto, mais surtout sur les motards, la question des communautés, la question de la passion, de l'engagement, la restauration. Pour un musée comme le nôtre, évidemment, la restauration de pièces comme des motos de collection anciennes de Liège, c'était un moment important du travail sur l'expo. Parce qu'en fait, que je te coupe, le musée possède tout un tas de motos. Tout à fait. Le musée a une collection de motos liégeoises particulièrement importante. Ça fait partie du cœur de l'exposition ici au musée, à l'espace Saint-Antoine. Et ça a nécessité de longues années de restauration. Oui, on va jeter un œil. Oui, merci. Parce qu'en fait, c'était presque une collection cachée. On ignorait que le musée possédait ces machines-là. Et en fait, elles sont toutes visibles ici pratiquement. Oui, le musée les collections du musée, on dit les parce que évidemment, il y a beaucoup de thématiques qui sont abordées à travers les objets qui ont été collationnés depuis plus de 100 ans. Il y a des collections étonnantes. Mais effectivement, on a, je pense, une centaine ou 150 motos de collection, maintenant presque toutes restaurées, et elles sont presque toutes exposées ici dans l'exposition. On a travaillé les circulations aussi, on n'a pas que travaillé sur les socles des motos, mais la circulation est importante. Les motos, la moto c'est une mécanique, il y a beaucoup de choses à regarder, mais il y a aussi les motards, ce qu'on va en dire, des choses qu'on va montrer par rapport à la vie d'un motard, à la vie d'un collectionneur et ainsi de suite. Donc il y a beaucoup de petites choses, j'ai envie de dire, merveilleuses, et c'est un mot qu'on peut-être on n'imaginerait pas par rapport à une collection de motos. Mais ça, on peut l'employer. Mais on peut l'employer parce qu'en fait, c'est un univers très riche et on est très loin des archétypes un peu faciles du motard barbu. Le monde de la moto, c'est bien autre chose. Oui, tout à fait. Et en fait, je trouve que vous faites coup double. C'est qu'en fait, moi, je suis assez sensible au côté graphique des choses. Graphiquement, esthétiquement, c'est magnifique. Il faut venir voir cette expo, vraiment, venez voir. Ça, c'est une chose. Et deuxièmement, elle va intéresser les motards, évidemment, mais pas que. Parce qu'elle est accessible et en fait, elle offre une sorte de part de rêve. Et puis, historiquement, le bassin liégeois, quand même, au niveau moto, a une sacrée histoire et beaucoup l'ignorent et il faut la connaître parce que ça fait partie de notre patrimoine. Moi, je vous engage à une chose, c'est de venir voir cette exposition. Vous allez retrouver en fait tous les détails pratiques qui vont s'afficher ici en dessous. Vous avez une adresse web qui va s'afficher ici en dessous où en fait vous allez pouvoir réserver vos tickets online. Vous allez avoir à l'écran tous les détails pratiques qui vous permettront de voir cette expo qui, je le répète, est ouverte à partir du 4 juillet et qui est fermée uniquement le lundi et qui est ouverte tous les jours, gratuite les premiers dimanches de chaque mois. Bon Fred, nous voilà réunis une fois de plus dans un endroit incroyable. On est à l'église Saint-André, on est à quelques heures de l'ouverture exceptionnelle de cette exposition moto, dont en fait les points de fuite arrivent sur quoi? Sur cette moto extraordinaire que moi je connais depuis des années et qu'il faut absolument venir découvrir, c'est la Speedball. Voilà, c'est la Speedball, une de tes plus anciennes réalisations en fait. Oui, elle date de 2005, donc il y en a eu trois ou quatre avant. Mais c'était la moto qui convenait le mieux vraiment au type et à l'inspiration, à l'esprit de cette magnifique organisation. Ouais. Et en fait, cette moto correspond un peu au moment où on s'est rencontrés, nous, et qu'on a collaboré ensemble depuis de nombreuses années. Tu sais que c'est pour moi une de mes motos préférées de ta production. Vraiment, je l'adore. J'aurais dû l'acheter quand elle valait beaucoup moins qu'aujourd'hui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. On est dans cet endroit qui est incroyable parce qu'en fait, on se rend compte de la richesse du passé de la moto ici dans le bassin liégeois, évidemment, avec des marques incroyables. Et donc on a Gilet, on a Saroléa, on a FN, ce qu'on appelait les demoiselles d'Herstal. Mais il n'y a pas que ça, quoi. La moto, ça reste ici un hommage à ce qu'on vit presque de tous les jours. Absolument. On a vraiment une richesse liégeoise en termes de deux roues qui est phénoménale, des motos d'exception, et c'est parfaitement mis en valeur dans cette organisation. C'est vraiment à voir. Hein. Donc, mais ton actualité est riche parce qu'en fait, il n'y a pas que ça pour le moment. Il y a quelques jours, ensemble, de nouveau, tu as dévoilé ton dernier projet qui était en fait ton interprétation du Scrambler de chez Triomphe. On a fait un shooting photo qu'on va découvrir pendant qu'on discute. Tu es parti sur quelle base? Je suis parti sur la base de la Triumph Scrambler 1200 XE. Donc qui est une moto qui d'origine est une moto incroyable, de polyvalence,
avec la petite touche classique qui me plaît bien. Et l'idée, c'était de faire une version légèrement plus sportive, entre guillemets, un petit peu plus ramassée. Et justement là, c'est très intéressant parce que vous verrez dans les photos la différence entre la version avant et la version après. Et c'est la même moto. Oui, ça c'est vraiment incroyable parce que on avait eu le même sentiment quand tu avais fait le Scrambler chez Ducati, un peu la même chose avec le Bobber de chez Triumph. Ici aussi, il faut les mettre les unes à côté des autres pour qu'on se rende compte de l'ampleur du boulot. Et on se dit, ah non, c'est pas la même moto. Si, c'est la même. Et il faut bien souligner qu'il n'y a pas de modification de cadre, ni de bras oscillants. Ce sont les éléments de suspension d'origine qui ont juste été un tout petit peu rabaissés. Et pourtant, on a l'impression qu'on a une moto qui fait 50 kg au moins. On a fait un shooting qui est un peu dans l'aspiration 007 parce que il faut savoir que la moto officielle du prochain James Bond, c'est un Scrambler de chez Triumph. Triumph en avait d'ailleurs fait une interprétation ou une série limitée, je crois, qui était en vente. Nous, on les a précédés un petit peu parce que finalement, on s'est dévoilé avant eux et c'est tant mieux. Donc, encore une super réalisation qu'on va voir apparaître un peu partout dans la presse maintenant, sur les réseaux sociaux, sur Bike Exif, qui est la référence de la custom culture et de la construction moto. Dans lequel, à l'échelon mondial, réellement. À l'échelon mondial, hein, il faut bien le dire. Et de toute façon, toi, tu es à l'échelon mondial. Oui, de Liège. Bon, en tout cas, Fred, on va laisser aux téléspectateurs la joie de venir découvrir cette expo. Et on leur donne rendez-vous pendant tout l'été et le reste de l'année, évidemment, pour venir déguster, parce que c'est vraiment ça qu'il faut dire, il faut venir déguster cette expo. Réellement. Elia. Venez voir, c'est splendide, réellement. Driss, dans la gamme Yamaha, il y a encore un ovni incroyable qui existe depuis quelques années au catalogue, c'est la Niken. Ouais, alors, moi je suis fou amoureux de cette moto depuis que j'avais eu la chance d'aller l'essayer, c'était en Autriche si mes souvenirs sont bons, on avait été invité là-bas, je me suis assis sur la moto, 15 secondes après j'étais à la maison, j'ai adoré cette moto. Tous ceux à qui j'ai pu le faire partager, c'est la même chose, et je crois que c'est une moto qu'il faut essayer. Mais ce n'est pas toujours facile. Comment peut-on essayer de Niken ? Tout simplement chez un concessionnaire. Et là, il y a deux options. Soit le concessionnaire a la machine à l'essai chez lui, dans la concession, ou bien il renvoie vers nous, en fait. D'accord. Parce que nous, on a un centre d'essai centralisé dans nos bureaux à Tubize, où on a presque tout à l'essai. Y compris la Niken. Oui, tout à fait. Parce que cette moto est tellement atypique, même si un motard n'a pas vraiment une idée d'achat pour sa culture de motard, il doit essayer et peut-être un jour il se dira non d'un chien. Oui, tout à fait. Je vais passer sur cette moto. Tout à fait, je pense que tu le résumes très très bien. Hein. C'est une moto qui effectivement, première vue, peut sembler un peu étrange, un peu bizarre. Moi aussi, pour ne rien te cacher, j'étais un peu sceptique au moment du lancement. Le look est particulier. Elle est particulier, voilà, et sujet à discussion. Mais, comme tu dis, une fois qu'on l'a essayé, c'est extraordinaire. La stabilité du train avant, l'adhérence, c'est juste, on sait faire des trucs avec qu'on ne sait pas faire avec une moto normale. Ah oui, non, absolument, parce que moi je me souviens lors de l'essai, donc je répète, on était en Autriche, et on était monté au-dessus d'un col dont j'ai oublié le nom, et au fur et à mesure qu'on montait, la pluie s'est transformée un peu en neige qui tenait sur le pare-brise. On est arrivé à 2800 mètres, on commence à redescendre le col, et à ce moment-là, il y a 2-3 épingles, et je me retrouve à 50 à l'heure dans une épingle, et je me dis, mais t'es complètement fou, là tu vas tomber. Non. Ce truc tient, c'est vraiment incroyable. Alors, autre signe que c'est une moto hyper sécurisante aussi, et maniable, parce que c'est surtout ça qu'il faut le dire, elle fait les deux. C'est une moto officielle maintenant dans les courses cyclistes, et s'il y a bien un endroit où il faut de la stabilité et de la maniabilité, c'est aussi dans ces conditions-là. Tout à fait. Vraiment. Donc, c'est une moto qui permet de peaufiner ses trajectoires. Et en parlant de trajectoire, je te propose de retrouver Dr Grimm, notre Dr Grimm, qui ce mois-ci nous parle des trajectoires.
bienvenue dans la séquence du Dr Grimm. Alors ce mois-ci, après un essai de la Street Fighter, comme vous avez vu dans l'émission, eh bien je me suis fait une réflexion à nouveau, j'ai envie de dire, parce que c'est assez régulier. On a suivi des motards, on a dépassé des motards aussi, et je me suis fait la réflexion de parfois le côté bizarre de certaines trajectoires que les motards prennent, et je me suis dit que c'était un bon sujet à aborder cette fois-ci, c'est les trajectoires. Alors, une trajectoire, finalement, c'est quoi? Eh bien, une trajectoire, c'est tout simplement savoir se positionner au bon endroit, au bon moment, sur la route ou sur piste, pour pouvoir tout simplement optimiser le passage, pour pouvoir favoriser la vitesse et la sécurité. Bon, eh bien, techniquement, avant de vous expliquer où se positionner sur la route, je voudrais quand même faire un petit rappel par rapport à quelques techniques essentielles de base pour pouvoir conduire une moto sur la route. À savoir que la première, pour moi, c'est ce qu'on appelle la technique du regard. Extrêmement importante sur circuit, mais au moins aussi importante sur route. Donc, cette fameuse technique du regard, c'est tout simplement partir du principe que là, vous mettez les yeux, c'est là que vous allez vous diriger, vous et votre moto. Donc, il est important de bien dissocier le regard de la moto. Il faut bien comprendre que ce qui est important, c'est de pouvoir regarder loin. Il faut anticiper. Pour anticiper, il faut essayer de regarder le plus loin possible, et c'est la raison pour laquelle il faut porter le regard au plus loin. Alors, c'est vraiment quelque chose de très parlant quand on regarde des photos ou des images de pilotes sur circuit où ils ont carrément la tête qui est complètement comme ceci, avec le regard qui est vraiment très très loin à l'intérieur. Bon, alors évidemment, sur la route, tout ça n'est pas nécessaire, mais il n'empêche que l'endroit où vous vous positionnez et la manière dont vous regardez vous permet d'anticiper et de gagner parfois ces petits dixièmes de seconde qui seront nécessaires si jamais il vous arrive quelque chose. Bon, ben évidemment, qui dit accélérer dit évidemment freiner, et donc le freinage, bon alors ça peut paraître assez simple et je vais dire naturel, mais un freinage sur route, contrairement à un freinage sur piste, eh bien c'est un freinage progressif. Il est évident que les conditions d'adhérence de la route changent, et donc bien sûr quand on freine, pas besoin de sauter sur ses freins, d'autant plus qu'aujourd'hui de plus en plus de motos sont équipées de freins extrêmement performants, et donc il faut avoir un freinage, je vais dire progressif, et au fur et à mesure freiner de plus en plus fort et puis relâcher doucement. C'est tout à fait l'inverse sur circuit, puisque sur circuit, là, en fait, en tout cas sur piste sèche, on doit prendre vraiment, justement, c'est une technique où en fait on prend les freins de manière très agressive au début, et puis on lâche de plus en plus doucement. Donc sur la route, soyez progressif et allez-y mollo. Bon, alors pour les changements de direction, ça c'est aussi un conseil. Bon, ça me paraît étonnant parce que je pense qu'on devrait en parler dans toutes les moto-écoles, et c'est un sujet qui devrait être étayé relativement plus souvent, c'est la technique du contre-braquage. Alors en fait, ça peut paraître incroyable, mais rien n'est plus efficace que de contre-braquer avec une moto pour tourner et pour provoquer un changement de direction relativement rapide. Alors une fois de plus, je fais mon petit parallèle par rapport au circuit. Alors le circuit, c'est complètement le contraire. Le contre-braquage n'est pas du tout une bonne chose. On doit vraiment piloter la moto avec ses jambes et son corps, et donc il faut être très fluide et donner le moins d'à-coups dans la direction pour pouvoir garder un bon équilibre de la moto et une bonne vitesse de changement d'angle. Alors que sur la route, cette technique de, en fait, si vous voulez tourner à droite, eh bien faites le test. Tournez votre guidon à gauche expressément et automatiquement, vous allez être emmené. C'est vraiment une technique qui est étonnante et qui permet de parfois pouvoir changer de direction relativement rapidement. Et beaucoup de motards et de motards sont très étonnés de l'efficacité de ce fameux contre-braquage. Donc maintenant, il est temps de passer à la partie plus technique, à savoir la trajectoire et donc votre positionnement sur la route. Alors déjà, premièrement, sur la route, il y a deux bandes, donc on va parler de sa bande de roulement. Et la bande, on va la diviser en trois. On va estimer qu'il y a donc 3/3 de bande. Et la première chose à aborder, c'est déjà la ligne droite. Bon, alors ça peut paraître anodin, mais en ligne droite, où se positionner sur une route? Selon moi, quand vous êtes sur la route, sur une ligne droite, vous vous positionnez sur le premier tiers à droite
en permanence pour pouvoir laisser passer éventuellement des véhicules plus rapides, que ce soit des motos ou des voitures. Par contre, quand on approche de l'éventuelle sortie ou possibilité de sortie d'un véhicule par une route sur la droite, là, je vous invite à passer sur le deuxième tiers de la route en ligne droite et revenir sur le premier tiers. Évitez d'être trop proche de la bande extrême droite parce qu'il y a souvent des graviers, toutes sortes de choses qui peuvent... Et puis en cas de coup de vent, ça peut arriver aussi, un fort coup de vent de droite vous amènerait directement à peut-être dépasser les limites de la route et vous mettre en danger. Alors, premier virage, le virage de droite. Eh bien, un virage de droite, selon moi, il doit se négocier. Bon, ben, souvent, la plupart du temps, quand on prend un virage, on essaye de partir d'une situation relativement large. On parle de deux tiers à gauche de la route, peut-être même un peu plus, à savoir que par rapport à la technique du regard, pour le virage à droite, au plus vous allez être proche de la bande centrale, au plus vous allez pouvoir regarder loin et au plus vous allez pouvoir anticiper ce virage et voir ce qui peut éventuellement déboucher de ce virage. Maintenant, au moment où vous rentrez dans le virage, je vous invite à rester prudent, ne pas plonger trop vite à la corde. N'oubliez pas qu'il y a encore toujours ce phénomène de possible surprise en bord de route sur la droite, des graviers, un trou, ce genre de choses. Et donc, je serais d'avis de plutôt dire on se dirige vers le premier tiers à droite. Et puis on peut éventuellement rejoindre ce qu'on va appeler le point de corde, à savoir vraiment le bord de la route, seulement si on a une visibilité maximale sur la sortie et qu'on peut partir de l'intérieur et puis se laisser déporter de nouveau vers l'extérieur sans aller au-delà du deuxième tiers de la route pour les virages à droite. Pour le virage à gauche, prudence, évidemment, n'oubliez pas que la bande de gauche, c'est la bande où vous avez les autres véhicules qui arrivent dans l'autre sens et c'est là qu'est toute la difficulté du virage à gauche. Il faut faire très attention. Alors en bref, j'ai envie de vous dire que c'est la même chose que pour le virage à droite. Ça veut dire qu'on essaye d'écarter au maximum donc, sur la partie de la route pour pouvoir gagner en visibilité. Et puis, au moment de virer à gauche, eh bien, il faut rester et surtout ne pas dépasser le tiers gauche, à savoir que quand vous allez prendre de l'angle, il ne faut surtout pas que vous ayez une partie de votre corps qui débouche et qui dépasse de la ligne centrale. Je dirais même qu'il faut garder peut-être un petit peu plus de marge de manœuvre parce que certains véhicules longs, comme parfois des tracteurs avec des remorques ou bien des bus, eux-mêmes dépassent de votre ligne. Et donc, si jamais en une fois vous êtes plein angle et que vous êtes trop près, en fait, vous risquez de ne pas pouvoir les éviter. Donc en fait, je serais tenté de vous dire qu'au moment où vous êtes au milieu du virage de gauche, restez à la moitié, voire au premier tiers maximum pour garder de la sécurité. D'ailleurs, à ce propos, une initiative qui est, je trouve, exceptionnelle au Luxembourg, c'est qu'ils ont mis une ligne spéciale pour motards, qui est en fait une ligne de délimitation pour que le motard ne dépasse pas et ne mette pas ses roues au-delà de cette ligne pour justement garder cette sécurité quand vous faites un virage sur la gauche. Bon voilà, on a abordé le virage droite, le virage gauche, et évidemment c'est une succession de virages, et donc c'est tout l'intérêt de la moto, c'est tout ce qu'on aime dans la moto, c'est évidemment les virages, passer de gauche à droite, sillonner les petites routes et se faire plaisir. Alors je vous rappelle que, et je vous invite à utiliser vos appuis parce que en général les motards qui manquent un petit peu de franchise dans les changements d'angle, en fait ce sont des motards qui subissent un peu la moto et donc au-delà du contre-braquage, il ne faut pas non plus éviter à utiliser les appuis, à savoir les pieds. Moi personnellement, c'est un peu aussi une déformation de pistard, presque automatiquement quand je suis dans une route qui fait beaucoup gauche-droite avec des lacets, ce genre de choses, inévitablement j'ai le bas du corps qui se déplace et j'ai tendance à mettre mon bassin mais aussi le haut du corps à l'intérieur du virage. Ce sont toutes des choses qui permettent de mettre en confiance et de pouvoir éventuellement resserrer un virage si nécessaire. Et donc, je vous invite à essayer d'être fluide, de passer de gauche à droite, d'utiliser vos pieds, d'utiliser le contre-braquage, de freiner doucement, progressivement, sans être brusque, remettre les gaz de manière progressive. Ça aussi, c'est quelque chose qui doit être travaillé. C'est que beaucoup de motards ont un peu je vais dire, cette mauvaise habitude d'être très on-off avec les gaz. Alors que justement, la poignée des gaz, c'est quelque chose qui doit, on apprend ça aussi sur circuit, c'est remettre les gaz doucement, très tôt,
mais y aller progressivement. Et en fait, le pilotage, au final, n'est qu'en fait une suite de freinage et d'accélération où en fait c'est de plus en plus tôt, on freine doucement et il y a moyen d'être coulé, se faire plaisir et essayer d'être le moins saccadé possible pour se faire plaisir, tout simplement. Alors pour les trajectoires pour aujourd'hui, bien j'en ai fini. Alors on est à l'aube des vacances, j'imagine que certains d'entre vous vont prendre des vacances en moto, avec passagers, avec bagages. Et donc une fois de plus, cette fameuse technique du contre-braquage, vous allez voir, en fait plus la moto est chargée, plus vous allez avoir facile à la tourner grâce au contre-braquage. Donc utilisez bien cette technique, elle est vraiment exceptionnelle. Eh bien écoutez, de toute façon je vous souhaite de bonnes vacances, on se retrouve au mois d'août pour la prochaine émission. Profitez un maximum, soyez prudents, roulez bien équipés et gaffe sur la route. Driss, Thierry, merci de m'avoir reçu. Merci d'avoir partagé votre passion pour la moto, votre passion pour la marque aussi, parce que quand on est monomarque, il y a de la passion là derrière. Hein. Oui. Bon vent pour les prochains mois. On se reverra, nous, Driss, très bientôt pour des essais qu'on a déjà programmés pour le reste de l'année. Thierry, j'espère, dans d'autres manifestations ou à d'autres moments, ou bien quand on viendra user nos pneus ici au Luxembourg. Exactement. Parce que c'est toujours une terre de chez moi, c'est pas très loin, donc c'est un but de balade génial parce que y a des virages partout et l'asphalte est comme ça. Oui. Pour ma part, on arrive à la fin de la première partie de cette saison. On va prendre un tout petit peu de congé, même si on a été un peu moins actif pendant le confinement, mais on va profiter de ce mois de juillet. Néanmoins, on va continuer à bosser. On a plein d'essais prévus, on a plein de dossiers pour la rentrée. Vous allez vous aussi, j'imagine, prendre un peu de vacances, profiter des bons conseils qu'on vous a donnés, profiter de votre moto surtout, profiter du bon temps, profiter de la vie. Mais d'ici là, gaffe sur la route. La passion de la moto, c'est Motokaiser à Limmerley dans les Ardennes. Visitez motokaiser.com. Ouvert tous les dimanches après-midi. J'avais dessiné sur le side son doux visage qui me souriait